Différenciabilité, on est parti, cet exercice est très complet malgré son court énoncé, c'est vraiment un exercice type donc je vous conseille de le maîtriser. On nous demande un développement limité à l'ordre 1 de f au point 1, 1. Donc qui dit développement limité dit qu'on va pouvoir écrire pour tout h appartenant à R2 que f de a plus h va être égal à f de a plus la différentielle de f évaluant a le long de h plus petit o de la norme de h. Donc on va devoir calculer f de a plus la différentielle de f en a. Sauf qu'on a un problème parce qu'on ne sait pas si f est différenciable. Donc on va devoir montrer que f est différenciable. Et pour ce faire, on peut montrer que f est C1 sur R2, parce que quand on est C1, eh bien ça implique qu'on est différenciable. Donc montrons que f est C1 sur R2. Et donc pour montrer que f est C1, on peut montrer déjà qu'elle est continue, parce que si on n'est pas continu, on ne peut pas être C1. On va montrer qu'elle est continue, et on montrera que ces dérivées partielles sont bien continues sur R2, et ça c'est vraiment la définition d'être C1. Donc il faut que f admette des dérivées partielles, et que ces dérivées partielles soient continues. On va montrer que f est C0, donc montrons que f est C0 sur R2. Et donc c'est pas du travail perdu, parce que c'est vraiment en plus quelque chose qui est attendu de la part des étudiants pendant ce chapitre, montrer que des fonctions sont C0, donc on va pouvoir s'entraîner un peu là-dessus, c'est intéressant. Donc montrer que f est C0 sur R2, c'est dire que quand x et y tend vers 0, et bien cette chose-là va tendre vers 0, donc cette chose-là va être égale à 0. Donc on est parti, on va se baser sur le théorème d'encadrement, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre f en valeur absolue, donc f de x, y, et le but c'est de démontrer que c'est majoré par quelque chose qui tend vers 0, et par encadrement, on aura la limite de cette chose-là qui tend vers 0. Donc on va avoir que c'est égal, donc ça c'est quand x, y différent de 0, 0. On va avoir que c'est égal à la valeur absolue de x, y cube divisé par x2 plus y au carré. Donc ici, comment calculer ça? Eh bien, c'est le dénominateur qui va nous mettre la puce à l'oreille, parce que quand on va avoir du x2 plus y2, eh bien cette chose-là, hop, c'est presque égal à quelque chose dont on connaît bien, c'est l'identité remarquable de x plus y au carré. Et il faudrait rajouter un plus 2xy. Donc en dehors du facteur 2, ça tombe bien parce qu'au numérateur, on a du xy cube. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est sortir un y carré, comme ça on récupère notre xy. Donc cette chose-là va être égale à y au carré sans les valeurs absolues, parce que cette chose-là est toujours positive, fois la valeur absolue de xy divisé par x2 plus y2. On enlève les valeurs absolues parce que cette chose-là est tout le temps positive. Sauf que ici on a des valeurs absolues, et là on n'en a pas, donc on va rajouter des petites valeurs absolues à l'intérieur, donc la valeur absolue d'un nombre positif, eh bien ça va disparaître, et on va se retrouver avec 2 fois la valeur absolue de xy. Ici on a un coefficient 2, donc pour pas être gêné, on va se mettre un petit 1,5 ici, et facteur 2 ici. Et comme cette chose-là est tout le temps positive, eh bien on va voir que c'est tout le temps positif, et donc ça va nous faire du x2 plus y2, toujours plus grand, moins 2 fois la valeur absolue de xy. Sauf que du coup ici, on a un coefficient moins qui s'est rajouté. Et ici, il n'y a pas de coefficient moins. Donc pour contrer le truc, on va mettre un petit moins ici, ça va nous faire apparaître un petit moins ici, et donc par passage de l'autre côté, hop, et on a réussi notre majoration. Donc on va avoir que f de xy en valeur absolue est plus petit que 1,5 de y au carré, majoré donc par x2 plus y2, divisé par x2 plus y2. Et cette chose-là est inférieure à 1,5 y au carré. Donc ça, on va effacer, on n'en a plus besoin. Et donc quand xy tend vers 0, donc xy tend vers le 0 de R2, de la valeur absolue de f de xy, eh bien cette chose-là va être inférieure à la limite de xy qui tend vers le 0 de 1,5 de y2. Et cette chose-là est égale à 0. Donc, par encadrement, eh bien on va avoir hop, que la limite de xy qui tend vers 0 de f de xy est égale à 0. Et donc ça implique que f est C0 sur R2. Voilà, donc en fait, en 0, 0, cette chose-là est bien définie vu qu'elle tend vers 0. Donc par prolongement, par continuité, on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, on va montrer que f admet des dérivées partielles. Hop, dérivées partielles en 0, 0. Donc ça, c'est très important à savoir faire parce que c'est vraiment aussi un des attendus du chapitre. Donc montrer que f admet des dérivées partielles en un point A, eh bien c'est montrer que la limite de t qui tend vers 0 de f de a plus t fois un vecteur v moins f de a divisé par t appartient à R. Donc que la limite est bien définie et que ça soit un réel. Cette chose-là appartient à R parce que f va de R2 dans R, donc R moins R, eh bien ça reste un réel, divisé par t qui est un réel, eh bien c'est un réel. Donc si on regarde qu'est-ce que vaut f de a qui est égal à 0, 0, eh bien f de a plus tv, ça va nous faire donc f de tv, vu que a c'est 0, 0, et f de tv, vu que tv est différent de 0, ça nous fait du xy cube, donc hop, ça nous fait t, donc v on l'écrit comme v1, v2. Donc ça nous fait du t xy cube, donc tv1, tv2, tout ça au cube. Voilà.
Donc ça va nous faire du t à la puissance 4, V1, V2 à la puissance 3. F de A, eh bien ça va nous faire du 0, vu que A c'est le vecteur nul. Et donc on a dit que quand A était le vecteur nul, enfin quand on était en vecteur nul, ça nous renvoyait du 0. Donc ça, il n'y a pas de calcul à faire. Donc maintenant, si on fait F de A plus TV moins F de A divisé par T, on va se retrouver avec du T4 sur T, V1, V2 à la puissance 3. Donc ça nous fait du T à la puissance 3, V1, V2 puissance 3. Et cette chose-là tend vers 0 quand T va tendre vers 0, parce que V1 et V2 sont fixés. Donc ça nous dit eh bien, que en 0, 0, donc hop, en A qui est égal à 0, 0, F admet bien des dérivées partielles. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Donc maintenant, on va montrer que f admet des dérivées partielles en tous les autres points, et après on va devoir montrer que les dérivées partielles générales sont bien continues en 0, 0, en disant que eh bien, quand la limite des dérivées partielles tend vers le vecteur nul de R2, eh bien c'est bien égal aux dérivées partielles définies en 0, qui sont ici égales à 0, vu que ici on a calculé les dérivées partielles de n'importe quel vecteur. Donc si on prend que V c'est le premier vecteur de la base canonique, eh bien pour V qui est égal à E1, on va avoir que cette limite-là va être égale donc, à la dérivée partielle de x de f de 0, 0 qui est égal à 0, vu que ça renvoie 0, et la dérivée partielle suivant y, donc ça c'est pour v qui est égal à la deuxième, au deuxième vecteur de la base canonique, ça nous fait f de 0, 0, renvoie 0. Donc en fait ici pour tout vecteur, eh bien ça va nous renvoyer 0. Donc pour tout vecteur, en fait, quand on regarde les dérivées partielles en 0, ça renverra toujours 0. Maintenant on va se prendre eh bien, soit A qui s'écrit eh bien, x, y différent de 0, 0. On va calculer les dérivées partielles eh bien, générales. Donc si on regarde la première dérivée partielle de f, eh bien, ça va nous faire... Hop, donc on dérive ce quotient, donc ça va nous faire du u'v moins uv' sur v carré, donc u'v par rapport à x, eh bien on va avoir un coefficient y3 qui sort, facteur de x2 plus y2 moins uv', donc x, y cube, facteur de 2x, divisé par x2 plus y2, le tout au carré. Si on développe cette petite chose-là, ça va nous faire du x2, y3 plus y5 moins 2x2, y3 divisé par x2 plus y2 au carré. Et donc ça va nous faire, eh bien les x2, y3 vont se simplifier, ça va nous faire du y5 moins x2, y3 divisé par x2 plus y2, le tout au carré. Donc maintenant, on va devoir démontrer que cette dérivée partielle, eh bien, en 0, 0 est continue et renvoie bien 0, 0, parce que ici, en 0, 0, c'est défini comme 0, 0. Donc on va devoir démontrer la continuité de cette fonction. Donc ici, rebelote, on met notre dérivée partielle en valeur absolue, hop, et par gain de temps, on va juste l'appeler f comme ça, qui va devoir être majoré par quelque chose qui tend vers 0. Donc, on va pouvoir dire qu'est-ce que c'est en valeur absolue. Eh bien, ça va nous faire la valeur absolue de y5 moins x2, y3 divisé par x2 plus y2 au carré. Et donc on va regarder comment se dépatouiller de cette histoire-là, et ce qui nous donne la puce à l'oreille, c'est le dénominateur au carré. On va regarder qu'est-ce que ça donne. x2 plus y2 au carré, ça va nous faire du x4 plus 2x2 y2 plus y4. Donc ce qu'on aimerait bien avoir au numérateur, eh bien c'est déjà du x2, y2. Ici on l'a presque, on a du y3, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Ici on a du y4, et là il y a du y5. Donc ce qu'on va se dire, c'est qu'on va factoriser par valeur absolue de y. Donc valeur absolue de y fois la valeur absolue de y4 moins x2, y2 divisé par x2 plus y2 au carré. Bon, ici, les grosses valeurs absolues nous dérangent, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coup d'inégalité triangulaire. Donc ça va nous faire valeur absolue de y fois, eh bien, y4 plus 2, enfin plus, hop, valeur absolue de x2, y2, mais comme c'est des carrés, c'est tout le temps positif, donc x2, y2, divisé par x2 plus y2, le tout au carré. Donc c'est super parce qu'on a presque le terme qu'on a ici. Et ici, on a une somme de termes positifs, donc ça, c'est plus grand que, eh bien, si on enlève des termes de la somme, il n'y a pas de souci, vu que c'est que des termes positifs, on va pouvoir enlever x4 et 1 x2, y2. Donc, il va nous rester du y4 plus x2, y2. Voilà, on s'est débarrassé d'un x2, y2 et du x4. Voilà, c'est une minoration assez marteau-pilon, mais écoutez, c'est ce qu'on veut obtenir, donc c'est parfait. Et donc, par passage à l'inverse, on va avoir que 1 sur x2 plus y2, le tout au carré, va être inférieur à 1 sur y4 plus x2, y2. Et pour ceux qui paniquent, je vous rappelle que y et x sont différents de 0, 0.
Donc il n'y a pas de division par 0. Et donc on va pouvoir dire que notre norme de la dérivée partielle de f eh bien, est inférieure à valeur absolue de y. Ce truc-là, on a pu le majorer eh bien, par un dénominateur un peu plus sympa, donc fois y4 plus x2 y2 divisé par eh bien, ce terme-là, vu qu'on a majoré x2 plus y2 au carré par ce terme-là, donc y4 plus x2 y2. Et donc ça c'est du un truc sur un truc, donc ça fait 1, ça nous fait inférieur à la valeur absolue de y. La limite de x, y qui tend vers le 0 de R2 de la norme de la dérivée partielle de x de f va être inférieure à la limite de x, y qui tend vers 0 de R2 de la norme de y. Et cette chose-là, c'est 0 vu que y tend vers 0. Donc par encadrement, et bien ça implique que la limite de x, y qui tend vers le 0 de la norme de la dérivée partielle de f eh bien, va être égale à 0. Donc ici, ça nous dit que eh bien, la fonction dérivée partielle de x de f par rapport à x, eh bien, est C0 sur R2. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à démontrer la même chose pour la deuxième dérivée partielle de f par rapport à y va être égale, eh bien, ici, ça nous fait du 3xy2, donc là, on refait de la dérivée d'un quotient, facteur de v, donc x2 plus y2, moins u', facteur de v, et donc là, v, ça va nous faire du 2y, vu qu'on dirige par rapport à y. Divisé par notre petit dénominateur, élevé au carré, et on va simplifier. Donc ça va nous faire du 3x3y2 plus 3xy4 moins 2y4x divisé par x2 plus y2 au carré. Et donc ça, après calcul, là 3xy4, ça va simplifier ici, il va nous en rester plus qu'un seul, donc 3x3 y2 moins, en plus, pardon, xy4 divisé par x2 plus y2 au carré. Donc maintenant, on va devoir démontrer que cette chose-là tend vers 0 quand x, y tend vers 0 pour avoir la continuité de la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc on est reparti sur notre petit jeu de comparaison avec le dénominateur, donc on a que x2 plus y2 au carré, ça va nous faire du x4 plus 2x2 y2 plus y4. Et ici on a du xy4, et ici on a du x3, donc on a des facteurs x qu'on aimerait enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser bien, par x, donc ça va nous faire la norme de la dérivée partielle de f par rapport à y, qui va être égale à la valeur absolue de x qu'on va sortir parce qu'elle nous dérange, fois la valeur absolue de 3x2 y2 plus y4 divisé par x2 plus y2 au carré, le tout en norme, mais comme c'est positif, on enlève les valeurs absolues. Et donc ici on a un facteur 3 qui apparaît, on aimerait bien s'en débarrasser. Ici on a un facteur 2. Donc on va essayer de minorer le dénominateur pour faire apparaître quelque chose qui ressemble au numérateur, pour essayer de faire apparaître un rapport de étoile sur étoile qui est égal à 1. Donc on va minorer le dénominateur par quelque chose qui se rapproche de l'expression du numérateur. Comme c'est une somme de termes positifs, on va pouvoir se débarrasser du x4, vu qu'ici il n'y a pas de x4. Et vu qu'on a un facteur 3 ici, on n'a qu'un seul facteur 2 là, on va laisser les choses comme ça, puis après on va voir comment on va se réussir à s'en débarrasser. Donc plus y4. Donc ça c'est plutôt chouette. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un coup d'inégalité triangulaire pour se débarrasser des valeurs absolues, donc ça nous fait la valeur absolue de x, fois le quotient de 3y carré x2 carré plus y4 carré, vu que c'est que des termes positifs, donc ça sort sans problème, x2 plus y2 au carré. Et donc cette petite chose-là, ici, l'astuce, c'est juste de faire du gros forcing. Et donc on va pouvoir dire que c'est inférieur à valeur absolue de x fois tout ce qui va se passer ici, donc x2, y2, plus 2x2, y2, plus y4. Donc en fait, ici, on sépare cette chose-là en x2, y2, plus 2x2, y2, plus y4. Le tout divisé toujours par x2 plus y2 au carré. Voilà. Et donc ça c'est plutôt chouette parce que du coup on va pouvoir faire apparaître un petit peu nos majorations qu'on a trouvées ici. Et ici on va développer histoire que ça soit un peu lisible, donc ça va nous faire x2, y2 divisé par x2 plus y2 le tout au carré, ça on va pouvoir se laisser en gros facteur, plus 2x2, y2 plus y4 divisé par x2 plus y2 au carré. Donc ici, par passage à l'inverse, on va avoir que 1 sur x2 plus y2 au carré est inférieur à 1 sur 2x2 y2 plus y4, et ici, évidemment, x et y sont toujours différents de 0. Donc on va pouvoir majorer ce premier terme-là par valeur absolue de x facteur 2. Donc on va avoir le plus 1 qui va être là. Et ici, maintenant, il n'y a plus qu'à se débrouiller avec cette chose-là. Et ici, c'est pas bien plus compliqué, parce que comme c'est encore une somme de termes positifs, on va avoir que cette chose-là est encore inférieure à juste x2, y2. Voilà. Donc ça nous dit qu'on va avoir 1 sur x2, y2,
qui va être plus grand que ça, mais surtout plus grand que ça. Donc ça, on va pouvoir se le majorer encore un petit coup, donc ça va nous faire du 1 sur 1, donc 1. Voilà, parce qu'on a fait apparaître du x de y2 divisé par x de y2, donc ça nous fait du 1, et donc on a réussi à majorer par 2 fois la valeur absolue de x, et ça c'est vraiment plutôt chouette. Et donc on va avoir la limite de xy qui tend vers le 0 de R2 de la dérivée partielle suivant y de f, qui va être, donc ça en valeur absolue, qui va être inférieure à la limite de xy qui tend vers 0 de R2 de 2 fois la valeur absolue de x, et ça c'est égal à 0. Donc par encadrement, ça nous dit que la limite de xy qui tend vers 0 de la dérivée partielle de f par rapport à y va être égale à 0. Et donc ça implique que la dérivée partielle de f par rapport à y eh bien, est C0 sur R2. Et donc on a réussi à démontrer que la première dérivée partielle était C0, la deuxième était C0. Donc globalement, pour faire un gros bilan, ça va nous faire que f est C1 sur R2. Donc on y arrive parce que quand on est C1 sur R2, ça implique que f est différenciable. Voilà. Donc sur R2. Et donc on va pouvoir exprimer la différentielle de f. Et donc la différentielle de f, eh bien, pour tout h appartenant à R2, on va avoir que la différentielle de f le long, enfin évaluée en a le long d'un vecteur h est égale eh bien, au gradient de f évalué en a, produit scalaire avec h. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à calculer le gradient, mais ça va pas être très compliqué vu qu'on a calculé les dérivées partielles. On rappelle que l'énoncé s'était déterminé eh bien, le développement limité en 1, 1. Donc ce que je vous propose, c'est que le point A, eh bien, tout de suite, on va dire que c'est le vecteur 1, 1. Voilà. Et donc on va déterminer eh bien, le gradient de f évalué en 1, 1. Ici, c'est les dérivées partielles qu'on avait calculées. Donc les dérivées partielles évaluées en 1, 1, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Mais déjà, le gradient, on rappelle que bien c'est le vecteur formé à chacune des coordonnées des dérivées partielles de f suivant bah, x1, y, enfin x1, x2, x3, xn. Et là, comme on est dans R2, bah, ça va être xy. Avec x1 qui est égal à x et x2 qui est égal à y. Bref, on va pouvoir regarder qu'est-ce que c'est notre vecteur gradient, donc là c'est le produit scalaire du vecteur, et on va regarder ce que ça donne en 1, 1. Donc on va avoir la dérivée partielle de x évaluée en 1, 1, ça va nous faire eh bien, du 1 moins 1. Bah, c'est super, ça va nous faire du 0, paf. Et la deuxième, hop, de f de 1, 1, eh bien ça va nous faire 3 plus 1, 4, divisé par 1 plus 1, donc 2 au carré, 4. Donc ça va nous faire du 1. Donc on se retrouve avec le vecteur 0, 1, produit scalaire avec h qui est égal eh bien, à h1, h2. Donc h1, hop, h2. Voilà. Et donc quand on fait le produit scalaire, eh bien, on va juste récupérer du h2. Donc c'est-à-dire que la différentielle évaluée au point 1, 1, eh bien, ça va être égal eh bien, à l'application linéaire qui est égale à h2. Donc c'est super parce que du coup, par rapport à l'équation du développement limité à l'ordre 1 de f en 1, 1, on a trouvé la différentielle de f évaluée en a le long de h. Maintenant, il n'y a plus qu'à calculer f de a. Donc f de a, eh bien c'est regarder f de 1, 1. Et donc si on calcule eh bien, f de a qui est égal à 1, 1, donc f de 1, 1, eh bien avec notre tête de f qu'on avait, eh bien ça va nous faire du 1 sur 1 plus 1, donc 2. Donc on va faire du 1 demi. Hop, donc ça va nous faire 1 demi. Et donc si on regarde l'équation du développement limité à l'ordre 1 de f en 1, 1, eh bien ça va nous faire du 1 demi plus h2 plus petit o de la norme de h. Voilà, donc on a obtenu notre petit développement limité. Et donc graphiquement, si on voulait s'imaginer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le plan, eh bien si notre fonction f, eh bien en 1, 1, je sais pas, elle fait une sorte de courbe comme ça. Ici, il faut imaginer que c'est pas vraiment une courbe toute plate, mais c'est plus une assiette, en fait, une assiette vu qu'on est dans R2. Donc on va faire une sorte d'assiette, voilà, comme ça, là, il faut imaginer que ce truc-là, il est un petit peu plus profond. Eh bien, si ici, ça va être le point 1, 1, si on regarde par rapport au sol, entre guillemets, donc là, ça va nous faire du 1, 1. Eh bien, le développement limité, eh bien ici, on va avoir à faire un plan qui va être tout plat en ce point-là. Donc là, on va avoir un petit plan. Voilà, et donc on va pouvoir dire que notre assiette ici, eh bien en 1, 1, elle va être égale à un petit plan, mais vraiment sur une toute petite zone, donc plus une zone comme ça, quoi. Donc ça, c'est l'expression du développement limité quand on est dans R2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!